En fait, non, on parle pas de cinéma. Enfin, tu vois, enfin, par rapport à mon niveau d'exigence, si tu veux. C'est ce Oui, que je te oui. disais. C'est Mm. ce que je te disais. Mais les mecs qui parlent de cinéma, en fait, ils écrivent. Et en fait, ils sont pas là, ils sont pas sur YouTube, tu vois. Et en fait, c'est la vulgarisation de l'art, du ciné à plein régime, quoi. Et en fait, euh, les gens, à partir du moment, moi je sais pourquoi, je pense, ça se passe comme ça avec le cinéma, c'est parce que il y a l'identification instantanée. Moi, je te parle même pas de catharsis et tout, de défouler des instincts primaires et tout, mais l'identification, c'est-à-dire que quand tu vas voir un film, tu vis une expérience sensorielle à 100%, et donc pour toi, elle est intime et vraie et juste. C'est-à-dire que tu ne peux pas remettre en question le sentiment que tu as ressenti. Et si quelqu'un vient te jacter en te disant que ton ressenti c'est faux, tu vas juste lui dire, mais mec, tu dis de la merde. Ce que j'ai ressenti, c'était vrai puisque je l'ai ressenti. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, comme on a un rapport intime avec ce ressenti et cette vérité, eh ben on va parler comme si c'était la vérité. On va dire, bah oui, alors, là, là, là. Et en fait, euh, c'est pour ça que tout le monde s'embrouille sur le cinéma. Parce que, Mm. en fait, on est tous intimement convaincus d'avoir raison. Et quand on te critique sur, en fait, ton ressenti, quelque part, t'as l'impression qu'on insulte ton intelligence, quoi. Et de dire, ouais, mais attends, tu peux pas me dire ça, de toute façon, t'es un connard, t'aimes pas Batman, Dark Knight, t'es un trou du cul. Tu vois, y a un truc comme ça. Et, euh, et oui, mais moi, enfin, t'as parfaitement raison, quoi. C'est-à-dire que limite, tu te fais insulter, tu vois. Limite, moi j'entends, tout le monde est cinéphile. Mais vous êtes ouf. Tout le monde est cinéphile, mais ça va pas à la tête. Tout le monde est amateur de cinéma, oui. Tout le monde aime le cinéma, certes. Tout le monde est cinéphage, peut-être. C'est pour ça que je me considère cinéphage. Tout le monde bouffe des films, oui, mais être cinéphile, les frérots. C'est-à-dire connaître toute la base et l'histoire, le ressenti, enfin, tu vois, avoir fait des analyses et des analyses pendant des années. Et en plus, pour moi, non seulement il faut connaître les bases, après, ça c'est une première chose, après il faut les digérer. Donc, ce qui prend une deuxième, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est d'abord tu apprends, après tu comprends, après tu digères. Ça, c'est une première chose. Deuxième, troisième chose, et puis après, je pense que l'expérience, l'âge, bon, parfois le génie, tu Oui, vois, le temps, le le temps, le temps. temps. Mm. Bien sûr, mais bien sûr. Mm. Attends, les Ouais. mecs, il y a des petites 25 ans, de 20 ans, t'as envie de leur dire, les gars, prends un ticket et fais la queue, tu vois, c'est même pas méchant. Enfin, tu peux pas. Et en plus, c'est horrible parce que tu peux pas expliquer ça à un jeune, parce que tant qu'il a pas vieilli, il ne le sait pas. Tu vois, c'est exactement pareil que, enfin, tu vois, ça nous fait ça à tous. Quand t'as 15 ans, tu kiffes double impact avec Van Damme, c'est ton meilleur film, et puis quand t'arrives à 30 ans, tu fais, c'est vraiment de la merde, comment j'ai pu kiffer cette merde? Ben, en fait, t'arrives à 45 ans, c'est pareil. Tu te dis, putain, mais ce que je pensais à 30 ans, c'est vraiment de la merde, quoi. Comment j'ai pu penser à un truc aussi con, tu vois? Et j'imagine que quand t'arrives à 65 ans, c'est pareil. Tu te dis, putain, à 50 ans, j'étais vraiment un connard, tu vois? Et donc, du coup, il y a un truc enfin, moi, enfin, c'est pareil, la critique, je trouve après, je trouve qu'il faut avoir un certain âge, un certain bagou, une culture, non seulement cinématographique, mais aussi littéraire. Tu vois, il faut avoir lu, etc., etc. Et on va dire que le seul mec sur YouTube qui peut vraiment m'inspirer, où je peux me dire, ouais, lui, putain, c'est pas mal quand même. C'est Anal Génocide, tu vois. Anal Ah Génocide, oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. parce que Oui, oui, il a une oui. putain de culture littéraire et ça se voit, enfin, tu vois. Oui, oui. Même s'il en joue et qu'il se fout un peu de ta gueule avec, mais je veux dire, Oui, mais il fait ça 5 minutes et après sa voix se voilà, radoucit et tu puis vois, justement, il te prend pas pour un hmm. con, quoi, tu vois. Et en gros, quand tu te fais bâcher par un génocide, tu peux juste fermer ta gueule. Parce que parce que le mec te démonte, tu vois, tes arguments pourris, les uns après les autres, quoi. Et, euh, et donc, moi, je me considère pareil que la plupart des gens, on est des amateurs qui ne faisons pas d'art, qui parlons de cinéma avec bagou, avec peut-être, tu vois, un peu de charisme, un petit peu de drôlerie. Voilà, donc on est des entertainers,
mais on est digne du journal gratuit dans le métro, quoi. Et j'aime bien lire le journal gratuit dans le métro, tu vois. Ça n'a aucun autre, si tu veux, pour moi, aucune autre valeur que ça. C'est juste que tu peux très bien aimer. Je veux dire, il y a énormément de gens qui lisent le 20 minutes dans le métro. C'est cool. T'es là, t'as les informations, tu vois. Ah, tu vois, c'est marrant. Et voilà. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est ce que je raconte. Donc, tu vois, est-ce que je vais faire du montage? Est-ce que je vais faire de ce? Peut-être, possiblement, ça pourrait m'arriver. Voilà, d'avoir envie de faire un petit court-métrage, un petit machin pour m'amuser. Mais surtout, c'est jouer sur la forme. Tu vois, c'est jouer sur la forme. Donc, je pense pas que trouver des petites choses rigolotes, mais juste fun en fait. Fun, s'amuser, surfer avec ce qui se passe. Mais voilà, si j'ai envie de faire de l'art ou si j'ai envie d'être plus professionnel, je vais faire un truc professionnel. Je vais faire je vais faire un cours, je vais faire un long, ou je vais faire une pièce de théâtre, où là, je me considère artiste. Parce que là, je le fais vraiment au sérieux et je me prends la tête. Je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais je, je, je travaille même pas, en vérité. Si je veux être tout à fait honnête avec toi, je ne travaille pas. Ça prend du temps, c'est-à-dire c'est du travail, hein, monter, machin. Mais intellectuellement, c'est pas du travail. C'est peanuts, quoi. C'est je réfléchis 2 secondes, je fais allez, vas-y, tu vois. Alors je réfléchis tout le temps, mais je veux dire, si je devais vraiment, parce que moi j'entends parfois, ouais, j'ai 1 mois de réflexion, de montage, je fais, les gars, arrêtez, 1 mois de machin, arrêtez tout de suite, quoi. Enfin, il y a vraiment, donc le truc de reconnaissance, enfin je sais pas, écoute, moi enfin, en tout cas je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun critique de cinéma sur YouTube. En tout cas moi j'en ai pas vu et que les mecs s'autoproclament cinéphiles alors qu'ils ne le sont pas. Et ça reste amateur. Et amateur c'est pas un gros mot, hein. Moi j'ai fait du théâtre pro et du théâtre amateur et j'ai pris plus de plaisir en faisant du théâtre amateur que du théâtre professionnel. Quand je dirigeais des amateurs, par exemple. Parce que justement, le truc qui est excellent avec les amateurs, c'est qu'ils n'ont pas les contingences financières sur le cul. Et donc, du coup, ils sont libres de ce facteur-là. Tu vois, libres de oui, mais machin, il est payé tant et ceci et cela. Tu vois, en général, ça brouille un peu le truc. Alors qu'en général, les amateurs font des choses par plaisir, uniquement parce qu'ils ont envie de le faire. Et donc, en général, c'est beaucoup plus agréable. Et voilà. Mais qualitativement parlant, si on tentait d'une certaine façon de dire que la critique, enfin comme l'art en général, hein, c'est censé quand même faire progresser l'être humain et de le changer un petit peu, ben, on est peanuts, c'est de la merde. Enfin, moi ça me semble évident. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me. Priorité numéro 1, c'est la popularité. Parce que mine de rien, moi j'ai une chaîne qui est axée sur le grand public. Mon objectif, c'est de ne pas parler à des cinéphiles, forcément. Je vais rien apprendre à un cinéphile. L'objectif, c'est de parler à la personne qui regarde de temps en temps des films. À la personne qui va peut-être dépenser de l'argent pour aller voir le dernier film au cinéma, le dernier film populaire, parce que c'est les films qui les intéressent. Et oui, moi, mon objectif n'a jamais été d'instruire, d'éduquer des cinéphiles. Moi, c'est de parler au grand public, de parler aux gens qui se disent, qui vont voir des trucs grand public. Il y a de ça. Et deuxième truc qui des fois prend le dessus, c'est, je sais que Manque, ça fera pas de vue. C'est quand même un film tueur, j'ai envie d'en parler. Mais ça, pardon, je te coupe la parole parce que sinon, pourquoi Manque, ça ne fera pas de vue? C'est un film en noir et blanc, d'une histoire que personne connaît, d'un film que personne n'a vu aujourd'hui. Enfin, Citizen Kane, moi j'ai fait un sondage sur mes réseaux, hein. Ouais. Personne l'a vu. J'avais vu ça, j'ai vu donc sur. Donc c'est ça, hein. Enfin, D'ailleurs, tu insistes beaucoup sur le fait qu'il faut absolument voir Citizen Kane avant j'ai beaucoup remarqué ça, que c'était quelque chose. Parce que en plus, j'avais vu Citizen Kane à l'époque, parce que ma période de 13 ans, 14 ans, j'ai vu plein de grands films. Tu regardes IMDb, tu descends la liste des top 250 et tu le regardes. et je l'ai revu une semaine, quelques jours avant Manque. Et en voyant Manque,
Je me suis dit, non, mais en fait, il y a tellement de références, tellement de. Si tu connais pas un peu l'histoire du film, en fait, Oui, les c'est enjeux vrai. de Manque, tu passes à côté, quoi. Et genre, si tu finis, si quand Manque se finit, enfin, sans spoiler évidemment, mais juste tu dis, ben, il manque une partie du film. Tu as l'impression que c'est que le début du film, en fait. Tu as l'impression que c'est le début de l'histoire. Mais en fait, après, c'est la vraie histoire, quoi. Donc, la suite, elle est dans la réalité. Elle est dans des documentaires, des articles de presse de l'époque, voilà, des trucs comme ça. Et donc, et toi, tu penses que ce film comme Manque, pardon d'insister là-dessus, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, mais parce que c'est en noir et blanc, parce que ça parle d'une période peut-être un peu trop sous-estimée, ça ne plairait pas au grand public, en sachant que c'est David Fincher quand même. Bah, David Fincher, il n'est pas grand public. On peut dire ce qu'on veut, mais je veux dire. Tu penses? Tu Ouais, je penses pense qu'il... totalement, totalement. C'est quoi le film le plus connu de David Fincher? Bah, tu as Fight Club, tu as Ouais, Zodiac, Fight Club, Zodiac, tu as Gone Girl qui a eu un grand succès. Je dirais que pour le coup, ça serait Fight Club, Alien, parce que c'est la franchise, même si c'est pas Oui. voilà, mais le plus connu de la franchise, et peut-être un Benjamin Button. Oui. C'est ce Oui, genre de d'accord. film-là. Parce que c'est vraiment des films plus axés, qui ont plus marché au grand public et des choses comme ça. Mais un Seven. Tu as Millennium aussi qui a marché, qui a bien marché. Millennium, pardon, excuse-moi. Millennium qui a bien marché. Je suis peut-être un peu trop. C'est peut-être ma génération aussi. Mais si je vais voir quelqu'un de mon âge, je lui dis, t'as vu Millennium de Fincher? Déjà, Fincher, c'est pas sûr qu'ils connaissent, de une. C'est pas un Nolan, tu vois. Nolan, ok. Nolan, tout le monde connaît. Enfin, allez, Nolan, Tarantino, tout le monde connaît. Tu as des noms comme ça, les gens connaissent. Mais un Fincher, tous les cinéphiles connaissent, c'est sûr. Mais je fais un sondage dans ma classe. Il y a peut-être même pas la moitié qui connaissent. Même pas la moitié qui connaissent, d'accord. Ouais, et Ok. moi, pareil, même dans l'entourage, je sais pas, des amis de ma famille, des choses comme ça, qui regardent pas des films, ils s'en foutent. Et c'est ça. Donc, il y a un Fight Club, ok. Fight Club, ça a beaucoup marqué, c'est un film culte, d'accord. Ça, j'admets que Fight Club, il y a moyen que tout le monde connaît Fight Club. En plus, en fait, le film à twist, ça a tendance à plus plaire aux gens. Et puis, tu sais, parce que les gens, ils vont les voir. Et puis, il y a aussi un autre film, d'ailleurs, c'est honteux que je ne l'ai même pas dit là tout de suite, c'est Seven. Ouais, mais Seven, il est pas si connu. Tu vois, alors là, je vais tomber là. Non, mais pour te dire, bon, Seven, je pense. Seven n'est pas connu. Tu vois, Seven est. Je pense pas. Honnêtement, de toute façon, les thrillers de base, c'est pas un genre de cinéma qui est grand public. C'est, mis à part quelques grands films cultes, hein, mais je pense pas que Seven est aujourd'hui connu. Peut-être je me trompe, peut-être on va voir des gens dans la rue, on dit Seven de Fincher, la majorité vont peut-être dire oui, mais je le vois mal. Tu vois, c'est pas un Forrest Gump. Forrest Gump, tout le monde a vu. Tu vois, c'est pas le Soldat Ryan. C'est pas Jurassic Park. Tu vois, je parle vraiment de ces grands piliers. Peut-être que je suis un peu réducteur de ce que je pense du grand public. Je pense. Non, mais c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup discuter avec toi là-dessus. Mais je crois vraiment, sans vouloir être trop insistant, mais je pense que Seven, tu fais un sondage. Moi, j'espère. Je crois que celui-là, il est. Non, mais parce qu'il a même lancé une espèce de, comment te dire. Il y a eu avec Seven, ensuite il y a eu toute une flopée de films qui étaient plus ou moins. Alors, je pense que si je lance un sondage sur ma chaîne, il y a de fortes chances. Je vais le faire, hein, après cette interview, je vais le faire, on verra. Ah, ça m'intéresserait. Vraiment, ça m'intéresserait. Je pense qu'on sera sur du 55-60 de vues. Et encore, là, je pense que je suis optimiste. Mais après, moi, j'ai quand même les gens qui me suivent sur les réseaux, ils sont un peu plus intéressés de cinéma que ceux qui me suivent que sur YouTube, tu vois. Mais après, bon, encore, ça reste des gens qui suivent quelqu'un qui parle de cinéma, donc c'est moins le grand public, tu vois. Ça reste quand même des gens un peu plus curieux. Donc peut-être ils l'ont vu. Mais bon, après, bon, là, c'est un débat, on n'a pas de preuves, on n'a rien. Donc, mais juste pour dire que même, voilà, c'est. Ouais, David Fincher, là. Ça aurait été Nolan qui aurait sorti un film en noir et blanc. Même là, j'aurais dit, c'est compliqué. Il suffit de voir Tenet. Hein. Tenet, les gens sont allés le voir en France beaucoup. Oui. Bon, il y a le Covid, tout ça, évidemment. Mais tu vois, Dunkerque, pareil, c'était pas un énorme succès pour ce que c'était. C'était pas un. Alors, tu vois, c'est The Dark Knight, Inception, et des choses comme ça qu'on va se rappeler de Nolan. C'est des trucs, voilà. Mais encore une fois, parce que d'un côté, tu as une franchise, de l'autre côté, tu as un film à twist. Les films à twist, ils cartonnent chez le grand public. Parce qu'ils se disent, c'est un truc que tu as envie de partager. Un film à twist, moi, j'ai plein d'amis, de mes parents, des choses comme ça. Ils me disent, faut que tu regardes ce film, la fin, elle va te mettre, tu vois. Et ça se partage beaucoup. Ça se partage beaucoup. Shutter Island, ça cartonne. C'est ultra connu, Shutter Island. Pourquoi ? Pas parce que la qualité du film ou Scorsese. Tu demandes qui a fait Shutter Island à la majorité des gens, ils ne savsavent pas du tout. Et encore. Oui, enfin bon, après ça, c'est pas, oui, voilà. Mais oui, tu vois, faut vraiment, c'est des films Raging Bull. Personne connaît, enfin, les gens de ma génération, personne connaît.
Tu vois, le Wall Street, là, oui. D'accord, oui, mais c'est tout à fait normal. Je pense que c'est C'est ça, c'est logique. générationnel. Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est logique. Et plus on avance, moins des films comme La Liste de Schindler sont vus. Alors, on va commencer par le cinéma poétique, une étiquette critique. Et il y avait un texte de Célia Gergini. J'aimerais bien vous lire un extrait parce que ça m'a bien marqué. Attendez, excusez-moi. Je vais noter. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est page 59 pour celles et ceux qui nous regardent. C'est Célia Gergini qui dit alors, le texte en lui-même se nomme JLG, Jean-Luc Godard, ou l'autre poétique, chronique avec un S entre parenthèses, d'une histoire critique. Et Célia Gergini, qui fait partie de l'université Grenoble-Alpes, et qui écrit, page 59, il convient d'introduire cette étude par les mots d'un défenseur du poétique godardien entre parenthèses, enfin entre guillemets, Youssef Ishaqpour, qui est un immense, effectivement, une immense critique de cinéma et essayiste, en cherchant à définir ce que pourrait être ce poétique. L'essayiste et ancien rédacteur au Cahier du cinéma nous invite à revenir sur le cheminement critique du cinéaste. Dans son article, Jean-Luc Godard, cinéaste de la vie moderne, le poétique dans l'historique, il écrit « La poétique n'a pas pour but de désigner ou de définir les choses, mais de produire leur résonance et de faire entendre et voir dans les choses la résonance de l'ouvert et du tout. » Il ajoute ensuite que c'est cette relation particulière du poétique et de l'historique qui spécifie l'art de Godard, l'accent portant évidemment sur le poétique, sur une attitude de poète, mais dans le sens défini par les romantiques de Iéna, qui implique réflexion critique et humour. Même lorsqu'il raconte des histoires, et c'est là que ça m'a bien perturbé, enfin ça m'a bien intrigué et intéressé, ce qui distingue immédiatement Godard de ses anciens amis des cahiers du cinéma comme Rivette, Romer ou François Truffaut, plus attaché au romanesque, au conte et au drame. J'aime beaucoup ce texte-là parce que il revient sur sur une manière aussi de faire la critique, sur une manière aussi de travailler cette notion critique. Et on a souvent dit de Godard, ça c'est quelque chose que vous savez, Godard, critique, c'était plutôt un collage de mots, un collage de citations, tout ça. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que ce texte dit non, ça n'est pas que ça, c'est autre chose. Il y a quelque chose de poétique dans cette manière de faire de la critique. Et ça reste de la critique de cinéma. Et c'est ça qui m'avait... C'est pas vraiment une question que je pose, mais c'est plus, voilà, comment j'ai ressenti ce moment-là. Et je trouve ça assez incroyable parce que, et c'est là pour le coup que c'est un véritable exercice littéraire, voire un exercice artistique, la critique du cinéma. Parce que quand on lit les articles de Godard, et je pense par exemple à ce très beau texte sur montage au Mon Beau Souci, où il fait quelque chose de fascinant, il reprend un texte littéraire que celui de Balzac, Les Eaux avalées, et il dit, là, il y a du montage. Là, il y a du montage. Et ça là, pour le coup, on peut dire poétique. J'aime beaucoup cet aspect-là. Et en fait, c'était plus, voilà, c'était pas une question, mais c'était vraiment quelque chose, une sensation que j'avais eue parce que c'était aussi cela, la critique, et c'est quelque chose que je retrouve moins, peut-être. Mais cette poésie, cette manière poétique de parler de la poésie dans d'autres films, et qu'on retrouvera... Est-ce que ça a annoncé aussi le fait que Godard, à ce moment-là, n'est pas forcément qu'un critique, c'est un réalisateur qui commence à faire des films qui ne sont pas encore des films en images, mais des films en écrit. Est-ce que ça commence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer? Oui, c'est une très bonne remarque que vous faites. Est-ce que je peux me permettre de répondre un peu à côté, c'est-à-dire de parler pas tout de suite de Godard, parce que moi aussi, ça m'inspire autre chose. Je vous en prie, super, contrairement, je vous en prie. Non, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, mais là, je vais remonter dans le temps, un peu à mon premier dada, puisque on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais en fait, ma thèse portait sur les poètes et le cinéma dans les années 10 et 20. Donc, j'étais vraiment plutôt du côté de la littérature. C'est-à-dire comment les poètes, du début du XXe, ont reçu le cinéma, l'ont fait leur pour certains, ont rêvé de cinéma, ont écrit des scénarios, ont écrit sur le cinéma, etc. Donc, un certain type de poètes, les poètes modernistes notamment. D'accord. Et donc, je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que certains de ces poètes ont écrit sur le cinéma, mais même le cinéma qui n'avait aucune visée poétique particulière, hein, les sérials de feuillade, des choses comme ça, Fantomas, j'adorais Fantomas, tout ça. Et, mais aussi certains films d'avant-garde, comme Entracte de René Clair, qui est très souvent cité. Ben, ils ont écrit sur ces films, mais pas du tout de la manière critique dont qu'on pourrait attendre. Ce qui est d'ailleurs désarçonnant. Moi, quand j'ai commencé à lire ces textes, je me disais, mais c'est pas de la critique. Moi, j'ai pensé trouver quelque chose et je trouve autre chose. Ils faisaient parfois de la critique en poète, c'est-à-dire que la manière dont ils ont reçu subjectivement ces films
et qui va donner naissance non pas à un texte argumentatif classique, mais à un jaillissement poétique. Et on trouve ça, par exemple, de façon très belle, je trouve, chez un poète roumain qui s'appelle Benjamin Fondan, qui a écrit sur un tract un merveilleux texte. C'est en fait un poème en prose, mais qui part des images du film, qui rêve sur le film. Et cette idée, je trouve, d'une critique, alors c'est ce qu'on appelait à l'époque, une sorte de mode, on appelle ça de la critique synthétique, par opposition à la critique analytique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'analyse rigoureuse, mais on va être inspiré par un film et produire à son tour une œuvre poétique. De la même manière que Poe avait pu dire que la meilleure façon de critiquer parfois un tableau, ça aurait été de faire un sonnet et pas d'écrire un texte écrit. Et donc, je trouve intéressant cette idée qu'en fait, mais c'est très important puisqu'en fait, dire qu'un film est poétique, pour moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le dire, je pense que c'est avant tout une construction discursive. Plutôt qu'une catégorie, le cinéma poétique, c'est ça, je vais vous expliquer, c'est quand il y a des métaphores, c'est quand c'est en noir et blanc alors qu'on aurait pu mettre de la couleur, c'est quand il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est quand il n'y a pas de narration. Je pense pas qu'on puisse dire les choses aussi, de façon aussi abrupte, même si c'est vrai que parfois c'est différentes caractéristiques qui reviennent. Mais l'idée de dire qu'un film est poétique, c'est avant tout un acte de jugement et c'est un choix discursif de dire ça. Et pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce mot? Parce que pour nous, le poétique, c'est, je sais pas, selon les cas, une façon d'être au monde, si on prend la définition surréaliste, qui vient d'ailleurs aussi antique, ou alors ça va être plutôt une façon de fabriquer un discours, parce qu'on a une optique beaucoup plus comme celle des Parnassiens, par exemple. Enfin, bref. Et là, je trouve que cette idée, elle est intéressante, qu'on va écrire poétiquement, et que c'est ça peut-être qui fait émerger la poésie du film. Vous voyez? C'est-à-dire que, je veux dire que ça peut partir, on peut même décrire Alien de façon, et ça va donner naissance à un poème. Et c'est peut-être votre écriture qui va faire surgir la poésie du film. Donc, ce que vous dites à propos de Godard, je réponds à côté parce que, à la limite, c'est presque à Célia qu'il faudrait plutôt parler, poser les questions. Elle connaît ça mieux que moi. Mais oui, je trouve ça intéressant, l'idée que par la critique aussi, on peut faire acte poétique. Ça me semble. Je fais une digression quand vous évoquiez, quand vous parliez de métaphores, etc. Parce que ça aussi, on en parle. Je crois que c'est dans le texte. Parce que ça aussi, je l'ai noté. Oui, c'est dans le texte sur poétique du réel chez Bellatar, écrit par Mario Adobatis. On va y revenir aussi. Ça m'a beaucoup passionné. Alors, là, c'est votre avis que j'aimerais avoir. Il y a une séquence dans le film La liste des Schindler. Très connue, cette séquence-là. Peut-être même que vous savez de quoi je vais vous parler. C'est en noir et blanc. Et il y a, c'est la période, c'est la séquence du ghetto de Varsovie quand il y a la rafle. Et parmi donc tous ces futures victimes juives, il y a une jeune fille qui, elle, est en couleur. Et à l'époque, je me souviens très bien, les articles extraordinaires, des éloges sur ce moment-là, poétique du cruel, je ne sais quoi. Et je trouvais ça plutôt, personnellement, je trouvais que c'était un symbole très, très, très discutable, voire même de mauvais goût. Et j'aurais voulu avoir votre avis. Là, vraiment, c'est une parenthèse, c'est vraiment dans la digression, c'était pas prévu, j'avais pas prévu de poser cette question, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce moment-là, ce qu'en fait Spielberg. Là, il est évident qu'il travaille une forme de poésie, mais je trouve que là, c'est autre chose. On est vraiment, comme vous le dites, dans la construction d'un discours, ce qui peut peut-être nuire, selon moi, à l'intention réelle et honnête et sincère de ce cinéaste par rapport à ce film. Qu'est-ce que vous en pensez de ce moment-là? J'avoue que j'ai vu le film à l'époque, mais alors ça fait tellement longtemps. Alors, je sais que cette séquence, elle est souvent citée. Je pense qu'en fait, pour lui, cette couleur rouge qui après va servir un peu métonymiquement, c'est-à-dire que, si je me souviens bien, hein, on retrouve après le vêtement, c'est ça? C'est ça, exactement, qui montre que cette fille est allée dans le train et qu'elle est morte, quoi. Je pense que pour lui, enfin, bon, je peux pas rentrer dans sa tête, mais je pense que pour lui, c'est pas tant une recherche de poésie ici qui est à l'œuvre qu'une idée de raconter par l'image. Et il a dû se dire, mais on peut trouver ça très discutable ou pas très réussi, il a dû se dire raconter par l'image. Et donc, si je l'ai désigné par une couleur, après, je vais pouvoir métonymiquement, c'est-à-dire vous vous rappelez ce procédé littéraire qui est de désigner la partie pour le tout pour la partie. On va voir quelque chose de ce rouge et on aura compris métonymiquement que c'était elle qui est morte et ça va devenir quelque chose de poignant. Mais on peut tout à fait trouver ça, effectivement, comme vous dites, un symbole trop appuyé. Je pense ici que c'est pas tellement une recherche de poésie qui est visée. Alors, peut-être que la critique a pu déceler ça parce qu'il y a un jeu, effectivement, sur la couleur. Mais à mon avis, c'est plutôt une forme de narration par l'image et je conçois, comme vous le dites, qu'on puisse trouver que le symbole est pas très
est pas très réussi, quoi. Je comprends assez bien votre réflexion. Tiens, d'accord. Comment les titres, tu les trouves? Généralement au dernier moment. Vraiment, c'est pas quelque chose que j'anticipe à l'avance, ou comme le maître Godard, par exemple, pouvait partir sur un titre pour écrire un film, mais c'est plus quelque chose qui apparaît vraiment à la toute fin, ou à la fin du montage, où il y a plusieurs titres qui se disputent un petit peu la place. Et là, par exemple, il y avait 3-4 titres, et c'est vraiment 3-4 jours avant de finaliser le film et de sortir le DCP et de l'envoyer en festival qu'on décide avec les 2 fois que ça s'est passé avec ma productrice Nariman Marie, et on en discute tous les deux, et c'est vraiment au dernier moment que ça apparaît, presque un peu comme une évidence, ou même comme un moment de soulagement, quoi, de se dire une semaine avant, allez, on se creuse encore un peu la tête, et pour essayer de trouver le titre. Dans ma tête, un rond-point, c'était vraiment au dernier moment. Le film a failli s'appeler 99 chemins, a failli s'appeler pour la vérité, la vérité, je ne mens pas, mais pour mentir, je ne mens pas, et la vérité, je ne tends pas dedans. Et pareil pour 143 rue du désert, il y a eu plusieurs titres. Par exemple, c'était Le Royaume de Malika. Par exemple, c'était Route. Bon, voilà, pour dire que c'est vraiment vers la fin du process que le titre apparaît. Tu as cette impression d'avoir réellement terminé le film dans son ensemble lorsque tu choisis ce titre à quelques heures d'aller dans un festival ou je ne sais quoi oui. Ah oui, à ce moment-là, c'est la pierre finale, en tout cas, de l'édifice, quoi. Quand on choisit le titre, on scelle quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se termine, et c'est une nouvelle aventure qui continue, c'est-à-dire montrer le film, en discuter, le montrer au protagoniste. Mais c'est une étape agréable. Le montage est une étape un peu douloureuse pour moi, mais la fin, en tout, la fin de ce processus, c'est hyper intéressant, en tout cas, de clore quelque chose, quoi. Après des mois en plus, surtout qu'on est dans des durées de montage assez étirées. Pour 143, je pense qu'on était à 4 mois faciles de montage. C'est beau ce que tu viens de dire sur le montage douloureux. Je ne pensais pas que ce serait douloureux pour toi, le montage. Au contraire, je pensais que ce serait quelque chose qui serait par rapport. Bon, je sais que tu es quelqu'un qui aime bien discuter, rencontrer les autres, les voir surtout. Donc, je ne pense pas que le tournage soit un moment de. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être que tu me diras le contraire, mais moi, j'ai pas cette impression que le tournage soit un moment douloureux. Je crois que ça va être un beau moment pour toi. Mais je pensais pas que le montage le serait, par contre. Complètement. Écoute, je prends du plaisir à être sur un tournage et essayer de faire des plans, essayer de faire du cinéma. Mais par contre, le montage, c'est là où intervient en tout cas l'intellect, et c'est là où je suis le moins à l'aise, quoi, d'une certaine manière. Et c'est là aussi où s'écrit le film une troisième fois. Il y a d'abord l'écriture du repérage, qui pour moi est déjà une écriture qui d'emblée va donner quelques lignes, l'écriture du tournage, et la troisième qui est pas la plus importante, hein, les trois sont très importantes, mais celle-là, pour moi, elle est très, très, pas douloureuse, mais où je prends le moins de plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de raconter, toi? Tu as toujours voulu raconter des histoires, mais des histoires qui peuvent se raconter avec quelques mots. Donc, tu as quand on te dit raconte-moi une histoire, toi, tu dirais plutôt des mots, des virgules, des moments de doute. Est-ce que ça a toujours été comme ça que tu voyais, toi, raconter une histoire? Écoute, moi, j'adore raconter des blagues, hein, tu le sais, c'est quelque chose qui m'a toujours… Et j'ai toujours été entouré de conteurs par ma famille, le quartier où j'ai grandi, et puis un amoureux… J'aime le cinéma, tout ce qui est histoire, quoi, les petites histoires de la vie. Même, comme on dirait dans le quartier, remplir des bouteilles. En fait, je pense que c'est vraiment ça qui nous fait tenir, quoi. C'est les histoires des autres, nos histoires à nous,
Donc, je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours animé, quoi, d'une certaine manière. Et du coup, raconter des histoires, c'est aussi raconter des histoires avec le cinéma du réel et pas forcément avec une fiction. J'ai toujours été un peu mal à l'aise avec la fiction, le scénario. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas réussi. Alors ça, c'est paradoxal, c'est-à-dire que j'adore raconter des histoires, j'adore lire des romans, essayer de raconter à des copains une histoire possible pour un film, mais par contre, se mettre à côté et commencer à mettre sur papier une histoire, ça, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Et je pense que les histoires, voilà, doivent être aussi spontanées, un peu comme on les raconte, quoi. Et c'est pour ça que je me sens plus à l'aise dans ce cinéma que j'essaye de faire, le cinéma du réel, plutôt qu'un cinéma qui serait plus figé, plus écrit sur un papier. Est-ce qu'il y a le fait aussi que quand tu commences à te lancer dans un projet de documentaire, qui est, et j'insiste parce qu'on a tendance à le croire, et ça va te faire rigoler ce que je vais dire, mais le documentaire, c'est du cinéma. C'est aussi un film. Voilà, ça, je vais refermer une parenthèse parce que j'entends souvent ça. Et quand tu te lances dans un projet comme le documentaire, il y a aussi ce moment magnifique, magique des repérages. C'est-à-dire que tu prends je sais que tu as ton appareil photo et puis tu y vas et tu vas aller chercher une idée et puis parfois tu sais que l'idée, elle était là. Enfin bref, il y a ce contact-là. La fiction, c'est autre chose. La fiction, peut-être que tu vois pas. Tu vois pas comme tu as envie de voir. Alors que le documentaire, parce que tu dois commencer à faire des repérages, tu commences déjà à voir des choses. Est-ce que c'est ça, c'est l'idée même de la notion de voir qui change dans les deux cas, qui peut-être t'embête un peu? Alors, je sais pas exactement ce qui m'embête, en tout cas, mais cet exercice est très compliqué pour moi. Mais c'est intéressant hein, de se poser cette question de la fiction. Mais je tenais à te dire, et ça, peut-être qu'on en a discuté déjà, mais quand je vais faire un film, je me dis pas je vais faire du documentaire, comme tu dis, ou de la fiction. Je vais essayer de faire un film, de raconter une histoire dans un endroit, et cette histoire, elle peut être vraie, elle peut être fausse, elle peut être… alors, en ce moment, je m'amuse à récolter dès que je tombe sur quelque chose en tout cas, qui parle de la vérité, en tout cas, du faux, du vrai dans le cinéma. C'est Kate Biasine dans son recueil Minuit passé de 12 heures. Et dans un de ses articles, il dit, où il a fait des reportages au Soudan, en tout cas, où il racontait, il dit qu'au Soudan, les conteurs, avant de commencer à narrer une histoire, ils disent vous allez entendre une histoire fausse où il y a une part de vérité. Et j'adore, je me suis complètement retrouvé dans ce que disait, ce que rapportait Kate Biasine de ses conteurs soudanais. Et là, récemment, j'ai lu aussi quelque chose, je voulais partager ça avec toi, avec vous, qui m'a beaucoup aussi impressionné. C'est une phrase de Kiarostami, et qui, pareil, raconte un peu ça. C'est un peu les poèmes, les haïkus qu'il fait. Il dit j'ai photographié un arbre. Il a rougi. Il a rougi. Vous n'êtes pas obligé de me croire. J'adore. Il résume là, en fait, tout son cinéma et voilà, je me reconnais beaucoup dans ces quelques vers, quoi. Il y a un moment dans le film où le temps est complètement suspendu. Il arrive dans ça, c'est un plan large déjà, c'est un plan large assez rare dans ce film. Et il est dans son salon, il est de dos à la caméra, et puis il y a une chanson qui commence, c'est l'Italie de Christophe, fascinant. Et en gros, la chanson dit qu'il y a un moment, il faut que je parte, je ne peux rien faire, je ne peux plus résister, il faut que je parte. Et donc, il part effectivement, il retourne sur l'île d'Elbe, et quand on connaît ses livres, on sait ce que cela veut dire. Et c'est là où il a écrit pratiquement, c'est le presbytère Santa Catarina, si je ne me trompe pas, et c'est là où il a écrit pas mal de ses romans, de ses essais, pardon. Et
Et là, le ton est complètement suspendu. On a l'impression qu'il filme des fantômes incarnés ou réincarnés. Il prend le temps de filmer magnifique. Il y a un plan où on voit une pomme qu'il a croquée la veille et le jour même, il y a une espèce de lézard qui vient happer cette pomme. Et des petits moments comme ça extrêmement... Enfin, c'est flottant, c'est vraiment très très flottant. Et d'un seul coup, il y a cette séquence du suicide où il reconstitue en fait un suicide. Et une œuvre, qu'elle soit incroyable et intemporelle, elle peut aussi être critiquable. Et je vous avouerai qu'à ce moment-là, et je continue encore, j'ai dû le voir 3 fois, mais je l'ai revu ce matin, à ce moment-là, je continue encore à être assez dubitatif par rapport à cette forme nouvelle qui s'incruste dans ce film, qui plus ou moins est contre ce genre de reconstitution. Et on sent que même il joue, c'est ça qui est peut-être encore plus bizarre. Et je sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais moi j'ai beaucoup de mal avec cette... même s'il l'écrit d'ailleurs, je crois que c'est dans le Mausolée des Amants, je pense, je sais plus, où il reprend ce moment-là, il dit « Aujourd'hui, j'ai simulé mon suicide devant la caméra ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette séquence-là? Alors là aussi pareil, c'est une séquence qui s'inscrit... j'ai envie de dire, dans toute l'œuvre. C'est-à-dire que l'idée du suicide chez Guibert, elle existe depuis ses premiers textes. C'est-à-dire qu'il disait que la mort était une marotte, il était fasciné par la mort avant même de se savoir malade. Et ce qu'il dit aussi, c'est que finalement, il a, au tout début, aimé la maladie. Parce que elle lui donnait le temps de vivre et le temps de mourir. C'est-à-dire qu'il pouvait mourir de son vivant et vivre un peu sa mort. Et donc, il y a un moment donné où il le dit lui-même, il dit à un moment donné, j'ai aimé cette maladie parce que, voilà, moi qui étais fasciné par la mort, moi qui avais cette obsession par la mort, eh ben, je l'ai vu de très proche et j'ai pu écrire, finalement, j'ai pu aller au bout de mon projet. Quand on a décidé de tout raconter sur soi et que la maladie lui offrait finalement l'opportunité d'écrire sa propre mort. Donc il y avait pour lui une sorte de champ littéraire qui s'ouvrait et qui était, au tout début en tout cas, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais je le dis parce que lui-même le disait, il y avait une sorte de chance de pouvoir écrire ça. Bien sûr, très rapidement, après, à la fin, il dit, voilà, le sida, il n'en pouvait plus, qu'il avait envie de sortir de lui, que c'était atroce, que, voilà, et que maintenant, à la fin, il avait envie de vivre. Mais il y a eu un moment où il le dit dans L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, j'ai eu un moment où j'ai aimé cette maladie. Son premier texte s'appelle La mort propagande. Son premier texte, 77. Donc c'est un texte dans lequel la mort est omniprésente et dans lequel il y a un texte qui est très prémonitoire où il dit voilà qu'il a un fantasme, c'est de filmer sa propre mort. Et il dit une mort qui passerait par le poison qui irait d'une bouche à l'autre. Bon, alors, vous voyez, en 1977, le sida n'existe pas. Donc, filmer, exhiber ma mort, mettre ma mort en scène et l'exhiber, me filmer en train de mourir, et une mort qui passerait d'un poison qui irait d'une bouche à l'autre. Bon, ben voilà, en 91, il fait le film, donc on voit que malgré lui, là, il y a une sorte de cohérence, mais qui est le fruit du hasard et de la vie, qui aboutit à ça finalement. Donc la digitaline, il en parlait depuis plusieurs... Donc c'est un médicament à l'origine qui est fait pour des personnes cardiaques et je pense qu'il a pour objectif d'accélérer le rythme du cœur quand on a justement des problèmes, mais qui pris à forte dose, eh ben, c'est et donc il dit que c'était le contrepoison au virus. Hein, c'était le contrepoison au virus. Et la digitaline, il en parlait depuis très longtemps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est suicidé avec de la digitaline. Il s'est véritablement suicidé avec la digitaline. Donc, alors bien sûr qu'il y a une mise en scène. Il le dit dans le Mausolée des Amants, il y a 2 verres, il prend de la digitaline, qu'il a réussi d'ailleurs à se procurer en Italie. Donc il met les 70 gouttes, hein, je crois que c'est 70 gouttes qui est la dose mortelle, il met dans 2 verres, il fait tourner les 2 verres en face de lui, il boit un des 2 verres, et ensuite donc on voit un plan sur l'extérieur du presbytère, et puis on le voit se réveiller sur une chaise, et puis il dit avoir filmé
cette tentative de suicide a changé la relation que je pouvais entretenir avec le suicide. Donc on pourrait dire que oui, c'est une mise en scène, parce qu'effectivement, il a mis un autocollant sur un des deux verres, mais c'est le contraire d'une mise en scène. C'est plus ici, c'est non pas le film, il n'y a pas une répétition qui a été faite avant le film, c'est plutôt le film qui constitue une répétition de la vie. Et donc, il disait qu'il faut avoir vécu les choses une première fois, il disait au début, pour pouvoir les filmer. Là, c'est le contraire. Il faut avoir vécu peut-être le suicide par la caméra pour pouvoir se suicider de cette manière-là quelques mois plus tard. Donc cette séquence-là, je suis d'accord avec vous, elle peut paraître un petit peu étrange, mais elle est totalement cohérente aussi, sauf que c'est une cohérence qui est inversée. Il n'a pas vécu les choses une première fois pour les filmer, c'est que là, il filme son suicide pour pouvoir se suicider quelques mois plus tard, dans des circonstances similaires, avec ce même produit. Et donc, il ne meurt pas tout de suite. On dit qu'il est mort de ce suicide parce qu'il va d'abord être hospitalisé, parce qu'il ne meurt pas. On vient le chercher alors qu'il a pris la digitaline et qu'il est dans le coma, je pense, et puis il meurt 2-3 jours, quelques jours plus tard, donc à l'hôpital. Mais c'est pas si en dehors du film que ça. C'est juste que dans cette séquence-là, on a une inversion de qu'est-ce qui doit être vécu d'abord et qu'est-ce qui doit être filmé d'abord. Là, voilà, le fait de filmer lui permet, peut-être lui donne la force de se suicider de cette manière-là quelques semaines plus tard. Juste parce que du coup, j'ai parlé et je vais absolument entendre Olivier discuter, mais je pense que tu as raison pour partie par rapport à Desplechin, mais je pense qu'il faudrait rabattre ce que tu dis de comment je me suis disputé sur la Sentinelle. Parce que quand Desplechin tourne la Sentinelle, il se confronte à l'histoire et il se confronte à une certaine forme d'héritage. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec notre histoire dès lors que Yalta est terminée? Et qu'est-ce qui nous arrive? Et finalement, d'une certaine manière, Yalta continue. Et on hérite de monceaux de cadavres, d'accumulation de cadavres qui montent jusqu'au ciel, on ne sait pas quoi en faire. On a cette tête qui se retrouve dans notre valise et on ne sait pas quoi en faire. Donc, comment je me suis discuté, c'est fini. Et tous les autres films, d'une certaine manière, c'est pareil, il me semble, à l'exception peut-être de Jimmy P, parce qu'il y a le génocide amérindien d'un côté et le génocide des Juifs de l'autre par rapport à la figure de Georges Devreux. Beloufa, il est au milieu. Il est au milieu de tout ça. Il lâche pas, je veux dire, il reste pas simplement sur ces trois figures féminines organisées autour d'une figure masculine prééminente, quoi. D'ailleurs, on parlait de Bergman tout à l'heure, mais il y a pas que Bergman, du coup en y repensant, il y a Gertrude de Dreyer. Dans Gertrude de Dreyer, qui est le dernier film de Dreyer, qui est un film que quand Godard l'avait vu en 65, il disait c'est un film plus moderne que finalement tous les films que je suis en train de réaliser à l'époque, Une femme mariée, etc. À un moment donné, Gertrude chante et s'effondre. Elle chante et elle s'effondre. C'est ça ce que ça raconte aussi, Beloufa. Et quel est ce chant? C'est aussi le chant du panarabisme. C'est le chant très consensuel finalement de notre communion à tous, nations arabes, contre le monde occidental, nous qui sommes des nations décolonisées, c'est fini. C'est terminé. On ne peut plus chanter cette chanson-là. On ne peut plus entourner cette ritournelle-là. Au contraire, ça va être la rengaine de la guerre civile qui va essaimer partout, Syrie, Liban, Algérie, ailleurs encore. Lucidité extrême de Beloufa que n'a pas du tout Arnaud Desplechin, quand bien même ces films sont surtout les films du début, restent encore intéressants. Il va beaucoup plus loin pour nous encore aujourd'hui. Encore une fois, parce qu'il ne faut pas céder sur la multiplicité des luttes, et j'en terminerai vraiment là pour laisser Olivier parler, la multiplicité des formes de domination à partir desquelles on a des résistances, notamment sur la question des femmes, et c'est pour ça que Mouni Berra, d'ailleurs dans le générique, elle est un peu reléguée. Scénario, Farouk Beloufa, Rachid Boudjedra, aide de Youssef Sarrié, qui est l'acteur, et puis Mouni Berra. Mais Mouni Berra, elle est au centre. Il faudrait des historiens pour travailler cette affaire-là, mais elle est au centre de cette affaire. La triade antonionienne féminine extraordinaire de ce film, je suis persuadé que ça vient d'elle. Et puis, il y a la question de la guerre civile. Qu'à un moment donné, on ne va plus constituer une nation commune, cosmopolite, internationaliste, ce qu'on veut, mais au contraire, on va se replier les uns sur les autres et avec le repli, il va y avoir la guerre civile. Ce qui est très beau d'ailleurs, c'est que le personnage de journaliste algérienne veut rentrer, mais veut pas rentrer. Il préfère presque rester à Beyrouth.
Et Tareq d'une certaine manière, imagine l'exilé qu'il est resté, joué par Hassan Salhab, parce qu'on est encore une fois, comme je disais, on est tous des exilés intérieurs. Farrokh Beloufa, c'est infiniment plus grand qu'Arnaud Desplechin, vraiment. Oui, mais tu as compris ce que je voulais dire. Bien sûr. Je parlais de la composition du plan. Oui, sur les triades. Je ne parlais pas de l'histoire de tout ça. C'était surtout par rapport à la solution. Je veux bien. T'as raison. Pardon, Olivier, je t'en prie. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais. Bon, j'ai pas vu les Desplechin, donc j'enchaînerai pas sur Desplechin, mais par rapport à ce qui vient d'être dit par vous deux, je trouve que c'est vraiment aussi un rapport. Tu parlais aussi de Rossellini, vraiment de la modernité. On n'est pas dans le cinéma classique. Tu disais aussi ça avec cette idée de trou. Et la modernité, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'image. On passe vraiment en termes de Leuzien à l'image temps, quoi. L'image mouvement, l'image temps. Donc le temps est complètement disloqué. Et je trouve que et je suis content que tu en parles, que tu en aies parlé, Samir, qu'as-tu parlé ça un peu, de ce rapport au temps, et qui est vraiment si particulier à Nakhla, c'est très très important. Et c'est vrai, un film de crise, c'est aussi, le film, il nous montre un petit peu aussi la genèse de la crise, avec les événements antérieurs, jusqu'à l'explosion, enfin l'implosion aussi du Liban. Et ce qui est très visionnaire, je trouve, c'est aussi le poids des États du Golfe, où il montre vraiment qu'il y a le capitalisme qui héberge et qui va prendre le relais. Et elle est partagée entre les deux. Est-ce que son silence, finalement, elle est silencieuse parce qu'on est basculé dans une forme de société du spectacle, en tout cas, où vraiment le capitalisme, les produits de surface, les produits complètement surfaits vont prendre le dessus. Et on voit aussi ça, elle dit, moi je ne serai plus Asmahan, comment est-ce qu'on survient? Et puis ça a été fait aussi après la mort de Nasser, après la mort aussi de Boumedienne, je crois, 78, 79. Donc comment est-ce qu'on survit après la disparition des pères? Comment est-ce qu'on hérite de ça, de ce chaos? Qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Après, une fois que les pères sont défectueux, les mères sont absentes. Et elle dit ça vraiment, elle dit je ne serai jamais Kalsoum, je ne serai jamais Asmahan. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? On hérite, comment est-ce qu'on fait? Comment on reconstruit un peu sur ses cendres? Et ça, je trouve que ça, c'est une question qui est très importante dans le film. J'ai aussi une pensée pour une personne qui était une documentariste, Jocelyne Saab, qui apparaît dans le film. Au début, elle avait fait des documentaires, elle n'avait pas encore fait de fiction. Elle avait fait un petit documentaire et elle me disait, à l'époque, on allait à Alger. Et c'est là où elle avait connu, en 76-77, parce que Farrokh Beloufa achetait un peu des documentaires. Elle avait fait en 76 un petit documentaire avec Maha, en fait, Lina Tabara, qui a inspiré le personnage de Maha. Et moi, j'ai aussi dit à Jocelyne, j'ai dit, je pense vraiment, je n'ai pas connu Moni Berrar, mais je dis, moi, je pense vraiment qu'il y a une touche féminine et qui est extrêmement importante et qu'on ne voyait pas. Et qui était vraiment, il y a des portraits de femmes, mais c'est souvent Le Vent des Oreilles, c'est une femme qui est un petit peu la femme nation, enfin, dans un certain cinéma russe, dans ce genre de choses comme ça. Mais là, non, on est dans au-delà. Et moi, je pense aussi que Moni Berrar, c'est vraiment très important de rappeler sa touche. Et je pense aussi qu'elle a eu quelque chose de fondamental. Il y a un peu chez Boudjedra, le journal d'une insomniaque, il y a quelques personnages féminins, avec le ressassement aussi, mais je pense que Moni Berrar a une grande part. Et donc, Jocelyne me disait, à l'époque, on avait fait d'ailleurs, c'était émouvant, avec Nicole Brenet, qui avait été ma directrice de recherche à l'époque, on avait fait en 2013 une rétrospective, je lui avais parlé de Jocelyne Saab, après on avait fait une rétrospective à la Cinémathèque, et dans la salle, il y avait Farrokh Beloufa qui était venu après lui parler, il ne s'était pas revu depuis très longtemps, et il s'était cogné au Liban. Et elle me disait, à l'époque, en Algérie, il y avait vraiment cette espèce de courant progressiste, même les cahiers avaient été invités à Damas à l'époque, il y avait aussi… même à Alger, même à Alger. Voilà, il y avait aussi ce camp un peu progressiste. Et après, elle me dit, maintenant, où est-ce qu'on va? On va à Doha, on va à Dubaï, on va tous demander des subventions à Doha. Et voilà. Et c'est vraiment un changement complètement de paradigme, un changement d'époque. Et ça, c'est intéressant, cette idée aussi de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on bâtit sur du vide. Comment est-ce qu'on bâtit, pas sur du vide, mais sur un effondrement. En fait, tout est à reconstruire sans arrêt, sans arrêt. Et moi, j'y vois nul ailleurs qu'au Liban. On a quand même une pensée que dans ce pays, on a été… et tu parlais aussi, c'est des figures qui sont hantées, le cinéma de Hassan, que tu connais très bien, Saad, qui est hanté par la figure du spectre aussi, de l'héritage. Comment est-ce qu'on fait pour hériter de fantômes, de spectres? C'est difficile, c'est une modernité à composer. Mais c'est vrai que je me reconnais plus dans cette espèce de projet. Or, du côté, c'est pas une question d'arabité ou de choses comme ça, ou de cinéma du Sud pour les cinémas du Sud, pas du tout. Mais il y a ce souffle. Il y a ce souffle de comment reconstruire une modernité, comment est-ce qu'on traite de l'héritage. Qu'est-ce qu'on fait d'un héritage qui est politique, esthétique et qui est un héritage pluriel? Et ça me touche aussi beaucoup. Comment est-ce qu'on fait
justement, comment on vient après? Comment est-ce qu'on vient après Rossellini aussi, hein, par rapport. Et c'est vrai pour l'idée par rapport. J'avais pas pensé à Dreyer aussi. Comment est-ce qu'on retisse des. Alors, je pense qu'il y a un échange. J'ai pas du tout une vision évidemment nationaliste ou repli. Elle est à l'opposé de ça, ma vision. Mais c'est vraiment un dialogue. Mais en fait, on dialogue avec des formes. On dialogue un petit peu avec des choses. Le capitalisme dialogue. Il y a aussi d'autres formes de dialogue alternatifs, si je puis dire. Et ça m'intéresse aussi beaucoup dans Narla, cette espèce de crise, mais qui passe par, en fait, qui est extrêmement fructueuse. D'ailleurs, la preuve, on n'arrête pas de trouver des nouvelles choses, des nouvelles pistes, et qui sont encore valables pour aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on voit un petit budget, ça a été vraiment un film d'aventurier. Et moi, je trouve ça très intéressant aussi, que finalement, une cinématographie, une nation, une histoire se bâtit aussi par ces aventuriers, par ces figures que l'on croit marginales, que l'on croit isolées, que l'on croit mises à l'écart. Parce qu'il faut quand même être honnête, sa vie de Farrokh Beloufa a été très difficile. L'exil, c'est un exil continu, un exil renouvelé et finalement un malentendu des deux côtés, pour des raisons très différentes. Mais il n'a pas pu s'introduire dans le système de production algérien, ni européen, ni français, en fait, pour des raisons différentes, je le dis bien, mais il y a cette espèce d'exil où toutes les portes sont bouchées quelque part, quoi, vraiment. Il y a peut-être des raisons aussi personnelles à ce parcours. Mais il y a aussi la question de la modernité. Et la modernité, quand on vient en avance, quand on ose, quand on est un aventurier, eh ben, voilà, on n'est pas dans l'institutionnel, on n'est pas dans une forme commerciale, on explore, ben on en paie le prix. Mais après, ce qui fait aussi, ça laisse une forme d'héritage, et ça, c'est intéressant. Un héritage qui est vraiment, qui se renouvelle sans cesse. Et c'est vrai que les regards de ce film, ils sont en fait étalonnés comme des jalons sur plusieurs générations et sur les cinéastes qu'on vient de citer et d'autres à venir. Et c'est très bien aussi, Samir, que tu donnes aussi la parole à des jeunes de 20 ans, nous qui sommes la génération plutôt 40, 50 ans, etc. Quoi, des années 60. Parle pour toi. Moi, j'ai 35 ans, je vois pas trop de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Pardon, je parle alors pour moi. C'est la dernière fois. Hein. La génération des années 70 et qui un peu, on est de la décennie du film plus ou moins. Et en tout cas, non, mais cette question d'héritage, de transmission. Et là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est le prix d'une image? Comment on crée une image? Pourquoi on crée une image? C'est des questions très contemporaines en fait. Et quand on voit beaucoup de films ne nous bouleversent pas, ne nous mettent pas en mouvement comme celui-ci. Et voilà, il faut aussi se confronter à la mélancolie. Il ne faut pas avoir peur de s'y confronter tant qu'elle demeure productive et qu'elle met des choses en mouvement en fait. Mais vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une espèce de gueule de bois, de grande nuit blanche ce film, et qui est en même temps magnifique, mais qui nous pousse très très loin en fait. Et vraiment, elle est hantée par la figure de la perte. Comment on recrée quelque chose? Comment est-ce qu'on crée par rapport à des ruines? Comment est-ce qu'on accepte tout ça? Et il prend vraiment sur ses épaules, c'est vrai, ces crises, ces implosions qu'on pourrait décliner comme tu le fais, Saad, avec bien sûr le Liban, la Syrie, la question palestinienne aussi, la question algérienne, peut-être le Soudan que je connais moins et d'autres choses comme ça. Il y a comme ça une espèce de long requiem en fait renouvelé quoi, et qui reste malgré tout vigilant. Et c'est vrai que la beauté de ce personnage du journaliste, c'est qu'il fait corps avec. Il ne peut même plus agir, il ne combat pas comme Hind. Il est là, mais il veut être là, il veut être témoigné. Et c'est un peu une fonction du cinéma aussi qui n'est plus un cinéma militant, disons que je dirais un peu premier degré, image, caméra en armes et tout, mais c'est aussi la fonction du cinéma comme témoignage. Et c'est pas de dévaluer le rôle ou les potentialités du cinéma, mais c'est d'être lucide de toutes les contradictions. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je me suis beaucoup intéressé aux questions éventuellement de potentialité politique ou pas du cinéma. Et il y a cette idée aussi qu'il y a un rôle de témoignage et que de faire des images en temps de guerre, en temps d'implosion, d'être présent, c'est aussi une forme de résistance. Même si on est otage d'une histoire qui nous dépasse peut-être, mais il essaie quand même de la comprendre, de la prendre à bras le corps. Et ça, c'est vrai qu'il y a une ambition qui est assez peu commune. Peu de films, en fait, vont essayer vraiment de prendre en compte à la fois ce silence, le silence de l'histoire. Personne n'est là pour lui indiquer, comme disait aussi cette phrase de René Char, quoi. L'héritage n'est précédé aucun testament. J'ai pensé. Qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment? Eh bien, c'est ça le geste moderne. On doit réinventer, en fait. Peu importe d'où l'on sort. Il sort d'une cinématographie qui a 10 ans d'âge. Il a fait un petit court-métrage, je crois, en 64, 65, Beloufa auparavant, 70, voilà. Mais c'est une cinématographie qui naît avec, on va dire, Tahar Hanash, 1950, les baliseurs du désert, puis, pas les baliseurs du désert, pardon, ça c'est Nasser Khémia, mais plutôt les,
comment dire, un film qu'il avait fait, j'ai oublié le titre, je l'ai pas, mais en tout cas un premier court-métrage, bon après les films de la guerre, mais c'est ça, c'est vraiment on crée. Et j'aime bien cette idée que finalement c'est les œuvres qui peuvent sembler les plus fragiles qui sont aussi les plus fondamentales dans la naissance d'une nation et dans la création d'une nation. C'est ça, c'est aussi les aventuriers. Et ça, on l'oublie trop souvent. Surtout en France, où là, je lisais La beauté du métis de Kengen et il racontait vraiment, il tire à boulet rouge sur cette construction maintenant académique, complètement. On n'est pas sorti de Louis XIV, de conception colbertiste, et beaucoup de pays ont repris un peu cette idée. Non, c'est aussi les aventuriers, c'est aussi les parias, c'est aussi les exclus, c'est les gens qui implosent, qui font l'histoire, et ça, c'est important de le rappeler. Et ce film, il nous rappelle de manière brillante et toujours productive, je pense. Simple question, comment tu vas? Comment tu te sens aujourd'hui? C'est une question qu'on n'ose plus poser à Beyrouth, même si là je suis à Paris dans une chambre d'hôtel, mais c'est une question qu'on n'ose plus poser à Beyrouth, vraiment. Je suppose qu'il y a pas mal de pays où on ose plus se poser la question, en Syrie, en Palestine, au Yémen, pour parler de ma région, sûrement en Turquie, en Algérie, et on n'ose plus beaucoup se poser la question. Mais au Liban, vraiment, on n'ose pas se la poser cette question, tellement on est enfoncé dans le caca, utilisons le mot, dans le bourbier total, quoi. Donc, et là, alors, évidemment, tout est relatif, comme on dit connement, voilà, tu vois, j'ai l'air en vie, je pense que je suis en vie, grâce sûrement à des gens qui existent, eux aussi, que j'aime, que ce soit chez moi, dans mon bled ou ailleurs, quoi. Parce que c'est quand même ça qui fait que on arrive à s'attacher encore au monde, en dehors d'une montagne d'arbres, de bêtes, bêtes dans le sens animaux. Et voilà, alors je sais pas, honnêtement je sais pas. Ça ramène à un film de l'autre, là, Jean-Luc Godard. Comment ça va, ouais. Comment ça va ou bien moi, c'est ça, c'était comment ça va et des années après, tu avais oh là là, c'est horrible, c'est terrible. Ce réalisateur malien Abdelrahmane Sissako, Abdelrahmane Sissako, qui venait de sortir son premier film La vie sur Terre, enfin pas son premier film, mais c'était en tout cas son premier long métrage. Voilà, c'est exactement ça. Et tu avais un critique de cinéma qui lui avait demandé: est-ce que vous avez vu le film de Raymond Despardons sur l'Afrique? Comment ça va l'Afrique? Comment ça va avec votre douleur? C'était ça le titre. Et il lui avait dit: ne me posez plus jamais cette question. Ne me posez plus jamais cette question. Écoute, franchement, en plus, tu vois, tu as ce bouquin entre les mains. Ouais. Qui était en fait totalement une initiative de Robert Bonamy, que j'avais rencontré à Grenoble, lui c'est Grenoble, n'est-ce pas, ou Clermont-Ferrand, Grenoble. C'est Grenoble. Il m'avait invité auprès de ses étudiants et où j'avais montré aussi la vallée. Ouais. Et parce qu'en fait, ça rassemble plusieurs textes que j'ai écrits, évidemment, chacun seul. Parce que j'avais un grand besoin d'écrire en dehors d'énormément participer aux manifestations. Je veux dire, j'étais pas juste un observateur, j'étais totalement dedans. Et d'ailleurs, quand on est dedans, je ne sais pas ce qu'on est. Parce qu'on peut être aussi observateur, c'est un peu compliqué. On peut pas être dedans et témoin du dedans, c'est pas évident, quoi. Ou alors on est témoin du dedans, mais on peut pas vraiment en parler. Du coup, j'ai écrit des textes que je publiais dans Lundi Matin et que je publiais à Mégaphone, qui est un média, on va dire, très indépendant au Liban. Et beaucoup d'entre eux sont des potes. Donc, et Robert avait vu ça dans Lundi Matin, les différents textes, et donc il avait envie de faire une nouvelle, disons, collection dans sa maison d'édition, que j'aime en plus, la maison d'édition, parce qu'elle édite de belles choses. On va dire en gros des cinéastes en prise avec leur temps, je ne sais pas quel mot utiliser. Au départ, je t'avoue, j'étais très récalcitrant. Je dis non, c'est des textes qui ont été écrits liés à l'instant, à tout ce qui se passe. Puis, comme c'est une belle maison d'édition et que Robert est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc évidemment, je me suis laissé séduire. On a ajouté plusieurs photos. Parce que moi, j'ai sur mon téléphone, il est à côté, un compte Instagram
Ouais. Et où je photographie beaucoup. Je suis pas du tout réseau, moi, Facebook, tout ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Ouais, mais t'es dans Instagram quand même. Moi-même, je suis pas chez Instagram, pour te dire. Oui, mais Instagram, je l'utilise pas comme un truc réseau social. Oui, Ça oui, m'intéresse oui. pas. Je l'utilise presque comme une sorte de carnet de bord. Ouais. Comme ça, un carnet de bord visuel, évidemment, où il m'arrive de mettre un bout de phrase, mais un bout de phrase, par exemple, si Hez et il balade, c'est-à-dire ce pays, tu vois, ou bien Hez et il Madine, à cette ville, ça s'arrête là. Je vais pas faire une tapée de texte sous une photo. Et donc, on a eu l'idée comme ça, enfin, il a eu l'idée de rassembler ça. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai un peu retouché les textes, voilà. Et c'est très étrange. Donc là, ça va rejoindre ton comment ça va. Ces textes, je les ai pas relus, hein, j'ose pas les relire, parce que ça risque de me mettre dans la panade encore plus. Ces textes, enfin, je les ai pas relus depuis que, ça y est, on est d'accord pour l'émission au Khalas. Je ne sais même pas comment ils se liraient aujourd'hui. Alors, j'ai des potes qui l'ont lu, des potes qui ont vécu en plus ce qui se passe au Liban. Et alors, ils m'ont dit, je vais pas dire ce qu'ils m'ont dit, mais moi, je peux pas les lire parce que depuis 2 ans, tout ce qui s'est passé au Liban, et là, il y a une ambulance qui passe derrière moi, tout ce qui se passait au Liban, et en plus cette saloperie de virus qui a vraiment empoisonné l'existence, qui a beaucoup raboté nos ailes. C'est génial, c'est génial. Et donc, je ne sais même plus ce que sont ces textes, parce que autant dans ces textes, j'étais dans l'élan, même si je suis de nature profondément pessimiste, parce que je suis persuadé qu'on est voué à l'autodestruction permanente, mais comme je suis très gauchiste et très anard, donc forcément, quand arrive quelque chose, je ne peux pas ne pas participer. Même si dans ma tête, avec ma lucidité à la mort malheureuse, je me dis, allons bon. Et surtout, le Liban, qui est l'un des pays les plus puzzle et labyrinthique qui soit, que ça part dans tous les sens, mais quand même, l'élan était là, et puis quand il est dans la rue chaque jour, et moi je ne pouvais pas ne pas, je veux dire. Et c'était assez étrange parce que c'est une ébullition que j'avais jamais connue en fait, parce que autant j'ai été très activiste, mais activiste presque clandestin pendant très longtemps et plutôt très minoritaire, autant là, jour et nuit, on était dans la rue, littéralement jour et nuit, et puis je participais à beaucoup de choses, mais en même temps, j'avais besoin d'écrire. Et moi, quand j'écris, je me suis rendu compte en écrivant ces textes, j'étais dedans et dehors à la fois, parce que quand tu écris, forcément, c'est un geste de regard. Écrire, c'est déjà, non pas regarder ce que tu écris, mais c'est forcément regarder. Donc, alors quand j'étais dedans, je regardais pas, je me disais pas, ah tiens, ce qui se passe, j'avais pas une analyse de la situation, j'étais dans la situation, et pleinement, complètement actif, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire, pour revenir à ton comment ça va, tu vois, il est long, hein, comment ça va. c'est juste, c'est comment ça va depuis 2 ans, tu vois, parce que ça n'en finit plus, quoi. Ça n'en finit plus, et en plus, tu sais, avec tout ce qui s'est passé chez nous, je parle pas seulement de l'explosion, hein, du 4 août. Ouais, il y a aussi le 17. L'explosion du 4 août, c'est presque, comme a dit un ami, il a dit, elle était là avant qu'elle advienne, quoi. Elle nous attendait, si tu veux, presque. Nos régions à nous, ce sont des régions pas seulement de catastrophes, mais de pré-catastrophes et de post-catastrophes et de catastrophes à la fois. Les 3 à la fois. C'est le pompon, quoi. On n'a pas le temps de s'emmerder, hein. Donc bon, voilà. Donc je vais comme ça. Et alors en même temps, dans tout ça, parce que là, je viens d'arriver à Paris, hein, ça fait juste 2 jours. Ouais. Je vais m'absenter donc pendant 2 mois. Je vais aller au sud, là, j'ai le sud de la France, une résidence. Et je sais, ça va paraître une sorte de tralala, mais je le dis très simplement. D'un côté, je suis soulagé, je me dis, bon, je vais pouvoir peut-être respirer autre chose. Et de l'autre côté, tu ne peux pas, en tout cas, je ne peux pas ne pas penser aux êtres qui me sont chers, aux amis, et même les gens que j'ai rencontrés durant toutes ces manifestations. Qui sont encore là-bas, bloqués. Donc, tu vois, c'est cette espèce de je sais pas, voilà, enfin bref, je ne le dis pas dans une espèce de culpabilité, hein, c'est pas une affaire de culpabilité, c'est juste pour te dire à quel point c'est toujours malheureusement profondément intense. Il n'y a pas de temps de répit, précisément. Ouais. Enfin bref, voilà, quoi. Donc, je vais un peu comme tout ça. J'ai la chance, j'ai le privilège
de pouvoir quand même, malgré tout, faire même des essais, 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes. Parce que moi, pour moi, le cinéma est toujours là, même quand il n'arrive pas à se faire, il est toujours là. Long to be with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.